Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les lectures que j'ai pu faire au mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même quelques-unes. Je pensais pas avoir autant lu en fait, parce que le mois d'octobre m'a semblé long et fatigant, on va pas se mentir. Et je pensais pas avoir autant lu ce mois-ci. Il y a des romans, je pensais les avoir lus le mois d'avant. Donc je suis quand même assez contente du coup de ce bilan. Donc le mois dernier, je vous laissais avec ma lecture en cours qui était 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. J'ai mis un peu de temps à lire ce livre parce que c'était le dernier de l'auteur que j'avais dans ma pile à lire. Et c'était une nouveauté, depuis il en a sorti un autre, donc ce n'est plus une nouveauté maintenant. Il est d'ailleurs disponible en poche, celui-ci, voilà. Et je vous avoue que c'est un retour assez mitigé que je vais vous faire sur ce livre. Alors, je vais d'abord vous raconter brièvement l'histoire et après je vous donnerai mon avis. Donc, dans ce livre, on va suivre Yuna, qui est professeure, qui habite à Reykjavik. Elle est une femme seule, elle a une petite vingtaine, hein, elle est assez jeune. Et on comprend très vite qu'elle a eu une vie pas vraiment facile, qu'elle a perdu son père, que ça a été vraiment... elle a grandi avec très peu de moyens avec sa maman. Et là, en fait, elle voit une offre d'emploi qui propose donc un poste de professeur pas trop mal payé, à Skalar, donc qui est une petite bourgade islandaise qui est la plus reculée et la plus petite et la moins habitée du pays. D'ailleurs, normalement il y a une carte, je crois. Je ne sais pas si vous allez voir, mais Reykjavik est là et Skalar est là. Donc quand elle va postuler et qu'elle va être prise, elle va devoir traverser tout le pays pour aller prendre ce poste. Et une fois sur place, en fait, elle va faire l'école à deux petites filles, une qui a 9 ans et une qui a 11 ans. Donc très vite c'est assez étrange comme ambiance parce que du coup ils sont que 10 dans ce village, donc tout le monde se connaît, ils ont même plus limite besoin de se parler parce qu'ils se comprennent rien qu'en se regardant. Et en fait tout va bien se passer, plus ou moins on va dire, elle va prendre ses marques Una, jusqu'à qu'il se passe un événement au niveau des fêtes de Noël qui va complètement chambouler la communauté et Una. Et à partir de ce moment-là, Una va se rendre compte que les villageois ne lui disent pas tout, qu'ils ont l'air de cacher des secrets. Et elle se sent du coup d'autant plus mise à l'écart parce qu'elle est déjà considérée comme une étrangère vu qu'elle ne vient pas du village. Et avec ces secrets-là, ça fait que rajouter. En plus de ça, comme elle est très seule, elle s'est mise à boire un peu plus que de raison. Disons qu'elle boit tous les soirs et du coup il y a des choses, elle ne sait pas si c'est sous l'effet d'alcool ou est-ce que c'est vrai. En fait, elle, notamment, cette maison semble hantée là où elle loge et elle ne sait pas si elle pense vraiment avoir vu cette espèce de revenant ou est-ce que du coup ce sont les émanations de l'alcool qui lui jouent des tours. Voilà, je vous en dirai pas plus pour le résumé. Pour mon avis, ça a été une déception, vraiment une déception parce qu'en fait j'ai trouvé l'histoire... pas simple, mais pas très approfondi. J'ai pas compris la fin. J'ai compris ce que voulait dire l'auteur, mais j'ai pas compris pourquoi cette fin, plutôt, on va dire. C'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais. Je me suis doutée au bout d'un moment que ça allait pas être ce que je pensais, ni ce que j'aurais aimé, parce que j'ai voyé qu'il restait que 4-5 pages. Je me suis dit, c'est trop court pour qu'il puisse développer. À mon avis, il va nous sortir une réponse un peu plus... basique, et c'est le cas, et voilà. J'avoue que j'ai été super déçue. Du coup, il y avait le dernier qui me plaisait de lui, je pense pas que je vais l'acheter. Et en parlant avec vous, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas le dernier de ma pile à lire. Il m'en reste un, il me reste Schnorr, je crois, qui en fait est le premier de la série avec Harry Thor, que en fait quand j'ai commencé la série avec Harry Thor, donc son enquêteur islandais, j'ai commencé avec le deuxième, je savais pas, j'ai commencé avec Mork. Et du coup, j'avais trouvé le premier dans une boîte à livres ou à Emmaüs, je sais plus. Et je viens de me rappeler que je l'avais. Donc je me dis, pourquoi pas le lire très bientôt. Parce que j'ai été déçue de celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé la série avec Harry Thor. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le Templier de l'Ombre de Mireille Calmem aux éditions XO. C'est l'avant-dernier livre qu'a sorti l'autrice, parce que son nouveau vient de sortir, qui est la suite de celui-ci, qui est... par là. Je vais y arriver, sans tout perdre. Il est là. Ils sont trop beaux d'ailleurs, je trouve. XO, à chaque fois, ils font des couvertures très belles. Voilà. Ils sont très beaux, je trouve. Donc ça, c'est la suite et fin. Parce que c'est une duologie. Et j'ai tout. C'est bon, ça tient. Donc, j'en reviens
à ce livre. Donc dans ce livre, on va suivre Margot de Dante, qui est une jeune femme, une jeune noble, oui, qui vit dans un château. Donc on voit là la tour, qui vit avec son intendante et son intendant, mais elle est très très proche de l'intendante parce que c'est un peu sa gouvernante, c'est elle qui l'a élevée, c'est elle qui s'occupe d'elle. En fait, ses parents sont décédés et son frère est parti se battre comme templier, du coup en Orient. Et un jour, en pleine nuit, elle va être réveillée par des bruits, des hommes vont rentrer chez elle et vont incendier la tour, ils vont tuer tout le monde, et Margot va s'en sortir parce que du coup, certaines personnes se seront sacrifiées pour elle. Margot va réussir à s'en sortir et elle va aller se réfugier auprès de prêtres, et là commence sa vengeance. Parce que Margot n'a qu'une envie, c'est retrouver cet homme qu'elle a vu, qu'elle sait qui est le chef des personnes qui sont venues incendier et tuer les gens de son château. Elle veut le retrouver et se venger. Elle veut savoir déjà ce qu'il en est, pourquoi il a fait ça, se venger, et elle veut surtout retrouver son frère qui semble avoir disparu. Elle a été interrogée d'autres templiers qui lui ont donné des informations et des réponses auxquelles elle ne s'attendait pas. Donc elle veut en savoir plus. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé les 50 premières pages un peu lentes, mais parce qu'il faut bien que l'autrice mette en place son univers, qu'elle installe le personnage, et après ça, mais ça part, voilà, j'ai beaucoup aimé. On va suivre Margot qui va prendre différentes identités, qui va vraiment tout mettre en œuvre pour arriver à son but. C'est l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire d'une quête. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Margot est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que du coup, elle va essayer de renaître de ses cendres et de venger les gens qu'elle aime. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. De toute façon, Mireille Calmel, je suis rarement déçue, hein, on va pas se mentir. Et j'ai hâte de lire la suite. Je voulais le lire ce mois-ci, mais comme j'ambitionne de faire peut-être le Black November, dont je vous présenterai ma pile à lire, soit je vous l'ai déjà présenté, soit je vous la présenterai. Je sais plus dans quel ordre je vais mettre les vidéos. Mais voilà, je vais peut-être pas le lire en novembre. Après, je dis ça à tout moment, je glisse entre deux polars. On n'est pas à l'abri. Après, j'ai lu un livre de young adulte. Il s'agit de Âme Miroir, chronique de la cour des Faé de Olivia Atwater aux éditions Louise Albin Michel. Il est très beau. Voilà. J'ai reçu ce livre en service de presse auprès des maisons d'édition, du coup, dans le cadre de mon travail. Et en fait, il m'a intéressée parce que de ce que disait la quatrième de couverture, c'était une sorte de régence, ère victorienne avec des failles. Tout ce que j'aime. Donc là, on va suivre... alors c'est Théodora, mais il l'appelle Théa, je crois. Bref, on va suivre Théodora, qui est une jeune orpheline qui a été élevée par son oncle et sa tante, qui a perdu ses parents assez jeunes. Et une chose qui va lui arriver, c'est que quand elle a 12-14 ans, un faé va lui croiser son chemin, va la menacer, et lui expliquer qu'en fait sa mère l'a vendue à ce faé, et qu'elle lui appartient et qu'il veut récupérer son âme. Et du coup, il va essayer de l'étrangler, elle va être sauvée, mais lui, il va récupérer la moitié de son âme. Ce qui fait qu'en fait, depuis, Théodora, elle va pas être vraiment la même personne, dans le sens où il y a des émotions qu'elle ne ressent pas. La douleur, l'amour, la peur, il y a des choses qu'elle ne ressent pas, et du coup, elle a pas de filtre. C'est-à-dire que quand elle parle en société, elle dit des choses elle ressent pas la gêne, ni la bienséance, donc ce qui fait qu'elle va dire des choses qu'elle ne devrait pas dire, et ça met toujours mal à l'aise sa tante qui du coup s'occupe d'elle. Et en fait elle a grandi du coup avec sa cousine qui est la fille de sa tante, et elle doit aller à Londres pour sa saison des débutantes pour se trouver un mari, et Théodora va l'accompagner à la demande de sa cousine. Et une fois sur place, elle va rencontrer le sorcier du royaume qui est un être assez imbuvable, très désagréable, qui est un faé du coup. Mais petit à petit, Théodora va apprendre à connaître cet homme qui cache quand même pas mal de choses, qui a vécu vraiment des événements bouleversants et traumatisants. Et du coup, elle va travailler avec lui pour résoudre un certain mystère qui frappe la ville de Londres. Voilà. J'ai peur de trop en révéler. Ça m'a très clairement fait penser à la relation entre Béatrice Heideclar et le duc de Kesgrave dans les enquêtes de Béatrice Heideclar de Lynn Messina, qui est ma série de Cozy Mystery préférée. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui est sorti, j'ai trop hâte de le lire.
Et ça m'a fait penser à ça, j'ai beaucoup aimé le côté magie avec le sorcier. J'ai beaucoup aimé tout court, je l'ai bouffé, je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours, il fait 350 pages. Je l'ai adoré, vraiment. Il me semblait avoir lu quelque part que c'était un tome 1, mais en fait je suis pas sûre de moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était un tome 1. Mais en fait c'est pas un tome 1, à la fin se termine très clairement, c'est un one shot. J'ai peut-être confondu avec un autre livre, hein, c'est possible. Et voilà, ça a été un beau coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve qu'on ne voit pas assez passer sur les réseaux. Si vous aimez tout ce qui est... en fait, c'est un peu Jane Austen qui rencontre Holly Black. Voilà, pour faire court. J'allais vous dire à Cotard, mais non, parce qu'il n'y a pas le côté spicy de la Cotard dedans. C'est vraiment une romance toute mignonne. Donc voilà, je dirais plutôt Holly Black avec Jane Austen. Donc vraiment... Je vous le conseille fortement si vous aimez ces deux univers. Ensuite, j'avais mis dans ma pile ma liseuse pour ne pas oublier de vous parler du livre que j'ai lu en numérique que je n'ai pas en physique. Il s'agit d'un Automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Je pense que vous avez dû voir passer ce livre partout sur les réseaux sociaux. C'est pas pour ça que je l'ai lu. Moi, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup Morgane Moncomble. J'ai lu presque tout ce qu'elle a fait, je dirais, les 3/4 à peu près. Et du coup, j'avais envie de lire celui-ci, qui se passe à Édimbourg. On va suivre Camélia, qui est une jeune femme qui est à la fac, qui étudie du coup le droit, qui est avocate, on va dire en alternance chez nous dans un cabinet d'avocats. Et elle va se retrouver à enquêter sur l'assassinat de Rory, qui aurait été assassiné par Lou. Et elle est liée en fait à ces deux hommes parce que Rory et Lou étaient les deux personnes qui l'a harcelée quand elle était au lycée. Donc elle va accepter de défendre Lou pour se venger, en fait, clairement. Et donc elle va se lancer dans cette enquête et elle va un peu découvrir les coulisses de ce groupe parce qu'en plus de ces deux-là, il y avait 2 autres personnes qui la harcelaient. Et elle va se rendre compte que la relation qu'ils ont entre 4, elle n'est pas très saine, qu'il y a beaucoup des jeux de pouvoir, surtout venant d'une personne, et que le mort est peut-être mort parce que il l'avait bien cherché. Donc voilà, on va la suivre, elle, à enquêter sur ce meurtre. À côté de ça, elle va quand même essayer de ne pas s'attacher à Lou, parce que quand elle était au lycée, elle avait un petit crush pour lui, et c'est très compliqué quand on a envie de se venger. Donc voilà, les grandes lignes de l'histoire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que le thriller soit mélangé à la romance. J'ai trouvé ça super sympa, c'était la première fois que je disais ça. L'enquête est quand même bien ficelée pour ce que c'est basiquement une romance. J'ai pas trouvé le twist. Il y en a qui ont trouvé le twist assez vite. Moi, j'avoue, je l'ai pas vu arriver. Après, je cherchais pas à le résoudre. Moi, je voulais me faire embarquer dans l'histoire. Je suis partie en me disant pose ton cerveau d'enquêtrice. Hein, arrête d'essayer de résoudre l'énigme et lis. Donc, j'ai vraiment profité de l'histoire. Donc, j'ai tout découvert au fur et à mesure et ça m'a bien plu. À la fin, on découvre qu'en fait l'autrice va faire une série de 4 romans, chacun axé sur des saisons, autour de 4 filles qui sont donc Camélia et 3 de ses amies. Donc on va les suivre. La prochaine c'est en hiver et c'est début janvier, donc j'ai hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il fait partie d'une de mes meilleures lectures du mois. Je suis désolée, je suis assez rapide sur ce livre. Mais parce qu'on voit passer de partout et que comme je ne l'ai pas en main propre, c'est plus compliqué d'en parler. J'ai enchaîné ensuite avec la première romance de Noël de la saison pour moi. Il s'agit de Noël en péril à Santa et 2 sapins de Karen Ponte aux éditions Fleuve Noir. Fleuve Édition, pardon. Fleuve Noir, c'est pour la version policière. Donc ce livre est un 3e tome. C'est la 3e tome de Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Donc on va retrouver Pauline et David, qui sont du coup le couple dont on faisait la connaissance dans le premier tome, qui vont à Santa et 2 sapins pour Noël, donc qui est le village où vit la famille de David, qui est très très traditionnelle en matière de Noël. Et une fois sur place, ils vont se rendre compte que quelqu'un de mal intentionné est en train de racheter la fabrique de boîtes à musique, qui fait vivre tout le village, et que cette personne a prévu de licencier tout le monde pour se venger. En fait, il y a vraiment une histoire il y a vraiment un passif entre cet homme, l'usine et le village. Et donc on va suivre toute la famille qui va s'organiser pour essayer de sauver l'entreprise et trouver les fonds nécessaires pour la sauver. Donc ils vont faire des concours, voilà, des choses comme ça. J'ai été contente de retrouver David et Pauline, mais j'avoue que c'est pas une lecture qui m'a vraiment plu en fait. Certaines choses m'ont agacée. Très clairement, certaines choses m'ont agacée. L'autrice a mis pas mal d'humour dedans.
mais pour moi ça n'a pas suffi. Voilà. J'avais beaucoup aimé le premier, Vous faites quoi pour Noël, mais là le deuxième ça allait et le troisième j'aime beaucoup moins. Après je pense que ça vient aussi du fait que le couple phare s'est formé en fait, ils sont dans leur routine. Et on va pas se mentir, quand on dit de la romance, c'est qu'on veut voir le début. On veut voir le début d'une histoire, on veut voir comment des personnes qui soit ne s'aiment pas, soit ne se connaissent pas, vont en arriver à s'aimer. Donc là déjà, on a perdu ce côté-là. Et je sais pas, il y a d'autres choses qui m'ont gênée, donc je pense que si l'autrice en fait d'autres avec ces personnages, je ne le lirai pas. Voilà. Mais sinon, voilà, ça m'a bien mis le pied dans le début de la saison des romances de Noël. Ensuite, je suis passée à quelque chose de complètement différent. J'ai lu un essai. J'ai lu Les sorcières de Céline Duchesnay aux éditions de Michel Lafon-Poche. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment. Dépôt légal, janvier 2022. Non, peut-être pas. Du moins en poche, en janvier 2022. Je pensais qu'il était plus vieux. En fait, dans cet essai, l'autrice va nous parler du coup du mythe des sorcières. En fait, c'est la retranscription de 4 podcasts qui sont sur France Culture, 4 émissions qui sont disponibles en podcast autour de la sorcière. Donc il y a 4 grands thèmes. Le premier c'est la chasse aux sorcières, le deuxième c'est la sorcellerie, le troisième figure de sorcière et le quatrième sorcière politique et féministe. Donc c'est un essai très intéressant, j'ai mis 2 post-it. Parce que je trouvais vraiment certaines infos très bien. Là notamment j'ai mis le post-it parce qu'ils mettent: quand on suspecte une femme d'être sorcière, on la dénude, même sans jugement, cela peut être une affaire populaire, puis on la jette à l'eau. Si elle flotte, elle est sorcière, si elle coule, elle était normale, mais elle est morte. C'est con. Et en fait j'avais noté ça parce que dans un des Camilla Läckberg que j'avais lu, donc qui s'appelle La sorcière, il était fait mention de cette façon de faire dès le début, et en fait je me rappelais plus de la mécanique. En fait, je me rappelais plus si elle devait flotter ou si elle devait couler. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Dedans, vous avez quelques dessins. Voilà. Donc là, notamment, c'est la balance des sorcières de Woodwater, gravure sur bois, d'après une peinture de Fritz Bergen, 1884. Donc voilà, c'était très intéressant. J'ai quelques écrits comme ça dans ma bibliothèque que je lis de temps en temps, parce que les essais, quand même, j'essaie d'être disponible mentalement, parce que c'est quand même bien pour retenir des choses, quand même. Parce que les histoires, encore, on n'a pas besoin d'être tout ce qui est vraiment trop, pas impliqué, mais trop concentré. Et là, quand même, le but, c'était d'apprendre des choses, donc hyper intéressant. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais surligné une expression. Je n'ai pas trouvé l'explication dans le dictionnaire, donc si vous êtes au courant, alors je vous lis la phrase. Au début de l'année 1652, 7 ou 8 femmes l'accusent d'avoir baillé le mal à 2 jeunes filles après leur avoir proposé un plat de pois et un verre de vin empoisonné par une poudre toxique. Si quelqu'un comprend ce que veut dire bailler le mal dans cette phrase, je veux bien qu'on m'explique. Parce que j'ai regardé sur internet et j'ai rien trouvé, et j'avoue que le sens de la phrase m'échappe encore un peu. Donc voilà. Et enfin, j'ai terminé le 2 novembre, donc on peut dire que j'ai terminé le mois d'octobre avec The Beauty of Darkness, livre 3 de la trilogie The Lament Chronicle de Mary Ipperson aux éditions de la Martinière Fiction. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui clôt la saga The Kiss of Deception que j'avais adoré. J'ai passé un super moment de lecture dans ce tome 3. On retrouve du coup Lia, Kaden et Raph face à un... Comment dire, qui doivent faire face à beaucoup de situations différentes. Voilà. Je peux malheureusement pas mieux vous en dire, parce que comme c'est un tome 3, je risque de vous révéler des grosses parties de l'histoire des 2 premiers tomes. Juste, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça concluait très bien la trilogie. Il y a eu juste quelques longueurs à un moment. En fait, c'est même pas des longueurs, c'est que l'autrice développe l'histoire. Et en fait, moi, j'avais envie de connaître le développement d'un autre aspect de l'histoire, donc ça allait pas assez vite. Mais c'est tout, sinon j'ai beaucoup aimé. C'est un beau bébé de 665 pages. Il est assez dense. Il est lourd, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça fera partie de mes trilogies préférées. Cette autrice a sorti une duologie qui s'appelle Dance of Seas, que je n'ai pas encore lue, tout simplement parce que si je la lisais en même temps que je lisais celle-là, je me spoilais avec qui terminait la princesse. Et j'avais pas envie, voilà, je voulais pas le savoir avant.
Donc maintenant c'est bon, je pourrais lire les deux autres. Je pense que je les achèterai plutôt l'année prochaine, parce que j'aurai pas le temps de les lire d'ici là. Mais je confirme que j'aime beaucoup les écrits de cette autrice et que je vais surveiller ses prochaines parutions. Et maintenant, je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé hier. J'ai lu 14 pages. Il s'agit de l'affaire Eva Beck de Julie Rivard aux éditions Hugo Poche. Donc c'est classé dans la collection New Romance, mais c'est une enquête en fait. Suspense et amour imbriqués dans une romance haletante finement ciselée. C'est mon amie Pauline qui me l'a offert l'année dernière, car il est dédicacé. Elle était allée au festival New Romance à Nice, et elle m'en avait ramené deux. Elle m'avait ramené le Fils du Père Noël est un conte, que j'ai lu l'année dernière, que j'ai adoré. Et elle m'avait ramené aussi celui-ci, que j'avais pas encore lu. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, lis-le. Alors je vais pas vous mentir, je vais le faire rentrer dans le Black November, dans la première semaine, qui est cette semaine actuellement, donc du 30 novembre au 30 octobre au 5 novembre, qui était lire un polar au format poche. Il y a quand même une enquête dedans. Voilà, j'avais pas envie de lire du polar pur et dur, et celui-ci m'a fait envie, donc voilà, ça sera du coup le premier du challenge. Voilà du coup pour ma sélection, pas ma sélection, pour la présentation des livres que j'ai lus en mois d'octobre. Il y a aussi des mangas dont je vous ai pas parlé, mais je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, parce qu'il n'y en avait que 3 ou 4, pour vous en parler plus précisément. Vous, de votre côté, qu'avez-vous lu en octobre? Et est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en format poche, du coup, il y a ces deux-là. Ces deux-là et le Ragnar Jonasson. Voilà, ces trois-là sont disponibles en poche. Et les autres, comme c'est des nouveautés, ça sera plutôt du grand format. Voilà. Sur ce, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.